Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, le discours du Premier ministre par intérim du Mali à la tribune de l'ONU ce samedi défraie la chronique. Abdoulaye Maïga n'y est pas allé de main morte. En plus d'invectiver la France, il s'en est également pris à plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Ouest. La sécurité était également le point focal du discours du président de la transition du Burkina Faso à la tribune des Nations Unies. Le Burkina Faso fait face à une crise sécuritaire qui a déjà fait plus d'1 million de déplacés internes, le plus grand nombre de déplacés internes de la sous-région. Et puis la Guinée équatoriale plaide pour l'organisation d'un sommet sur le golfe de Guinée. Objectif, établir une stratégie efficace de lutte pour le retour de la sécurité et la paix dans cette zone d'où proviennent 10% du pétrole brut et 4% du gaz naturel à destination de l'Union européenne. À la tribune de la 77e Assemblée générale de l'ONU ce samedi 24 septembre, la junte militaire au pouvoir au Mali est en quelque sorte venue régler ses comptes avec ses détracteurs. Néocoloniale, condescendante, paternaliste et revancharde, des termes forts employés par le colonel Abdoulaye Maïga, Premier ministre par intérim du Mali, pour décrire le comportement de la France vis-à-vis de son pays. Abdoulaye Maïga a également indexé plusieurs dirigeants d'Afrique de l'Ouest, dont le président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoko Embalo, remettant en cause leur capacité à prendre des décisions de leur propre chef sans aucune influence extérieure. On l'écoute. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Cela dit, il nous faut reconnaître que près de 10 ans après son établissement, les objectifs pour lesquels la MINUSMA a été déployée au Mali ne sont pas atteints. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections, salué par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes.
Toujours dans le cadre de la 77e Assemblée générale de l'ONU, le président de la transition du Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, a fait un point sur l'évolution de la crise sécuritaire dans son pays. Le Burkina Faso compte à présent le plus grand nombre de déplacés internes de la sous-région, soit 1 520 000 personnes à la date du 31 août 2022. Ce flux de déplacés, dû à la crise sécuritaire ainsi qu'à la gouvernance politique calamiteuse, justifie selon ce dernier, le coup de force ayant renversé le gouvernement de l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier dernier. Le président Damiba demande le soutien de la communauté internationale pour une poursuite des initiatives en vue de rétablir la paix et l'intégrité territoriale du Burkina Faso. Philomène Tina. Face à la dérive de la gouvernance politique en place, à l'absence de réponses idoines aux différentes crises, l'interruption de l'ordre constitutionnel était nécessaire et indispensable au Burkina Faso, selon le président de la transition. S'exprimant à la tribune de la 77e Assemblée générale des Nations unies le 23 septembre, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a ainsi défendu le coup d'État du 24 janvier 2022. Si dans l'absolu, le mouvement du 24 janvier dernier est illégal et peut être répréhensible au regard des principes chers aux Nations unies, nous pensons que cette interruption de l'ordre constitutionnel, au regard de ce qui prévalait, était nécessaire et indispensable. Elle était surtout une question de survie pour notre nation. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a soutenu que son gouvernement de transition a mis sur pied un plan d'action pour lutter contre l'insécurité au Burkina Faso. Le dit plan vise la lutte contre le terrorisme et la restauration de l'intégrité du territoire, la réponse à la crise humanitaire, la refondation de l'État et l'amélioration de la gouvernance et enfin la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Le gouvernement de la transition a pris les initiatives majeures ci-après. D'abord, la réorganisation du dispositif de sécurité nationale, la lutte contre la radicalisation, les discours haineux, le soutien à la réinstallation et à l'insertion socio-économique des personnes déplacées internes, la lutte contre la corruption ainsi que l'éducation à la paix et à la citoyenneté. Par ailleurs, le Burkina Faso compte sur le soutien de la communauté internationale pour mieux faire face au terrorisme qui prévaut actuellement sur son territoire et dans les pays du Sahel. Le gouvernement de transition espère un appui des partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux afin de combler le gap d'environ 4,575 milliards de dollars sur le budget total de son plan d'action 2022-2025 estimé à plus de 18,64 milliards de dollars. Le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères, Simeon Oyono Essono Angué, s'est également exprimé à la tribune de l'ONU. Il a notamment regretté l'intensification des actes de piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Cette région qui s'étend du Ghana à la Guinée équatoriale a connu 50% des incidents mondiaux en 2021. Le pays milite pour l'organisation d'un sommet sur le golfe de Guinée pour établir une stratégie efficace de lutte pour le retour de la sécurité et la paix dans cette zone d'où proviennent 10% du pétrole brut et 4% du gaz naturel à destination de l'Union européenne. Nathalie Mo. Le golfe de Guinée est présenté comme le nouveau frelon de la piraterie maritime en Afrique. En 2021, cette zone a connu près de 50% des attaques de pirates dans le monde. Une question que la Guinée équatoriale a inscrite dans son agenda lors du débat général de la 77e Assemblée générale de l'ONU. Le ministre équato-guinéen des Affaires étrangères et de la coopération, Simeon Oyono Essono Angué, a regretté l'autonomie dont les pirates bénéficient de plus en plus grâce à des moyens de plus en plus sophistiqués. Nous sommes profondément préoccupés par la situation de crise persistante causée par les activités de piraterie dans le golfe de Guinée, dont les auteurs acquièrent des méthodes de plus en plus sophistiquées qui leur permettent une plus grande autonomie en haute mer, avec pour conséquence des dommages importants pour les pays de la sous-région.
Des initiatives sont prises pour remédier à l'incidence de la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Le ministre Simeon Oyono-Essono Angué a salué la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la criminalisation de la piraterie et les vols à main armée en mer, conformément au droit international. Toutefois, la Guinée équatoriale milite pour l'organisation d'un sommet du golfe de Guinée, une plateforme qui pourrait définir une stratégie contre les activités qui menacent la paix et la sécurité régionale et internationale. Nous insistons sur l'impérative nécessité d'organiser un sommet sur le golfe de Guinée, comme cela a été fait avec le golfe d'Aden, pour concevoir une stratégie capable de stopper toutes les activités terroristes et les tentatives de menace à la paix et à la sécurité régionale et internationale. Ainsi, nous pourrions unir nos efforts pour permettre à cette région de relever les défis qui sont les siens. Les exportations africaines dépendent à 90% du trafic maritime, 10% du pétrole brut et 4% du gaz naturel à destination de l'Union européenne proviennent du golfe de Guinée, en proie à la hausse des incidents liés à la piraterie maritime. La Guinée-Bissau est peu à peu en train d'imposer son leadership sur la scène africaine et même internationale. Pour la première fois, le pays est à la tête de la présidence de la CEDEAO. Son président Umaro Sissoko Embalo, dont les ambitions de démocratie et de paix s'étalent au-delà des frontières du pays, entend y imprimer sa marque. Roberto Bokbe. Si elle reste ce pays tropical situé sur la côte atlantique de l'Afrique de l'Ouest, peu peuplé et étendu sur seulement 36 120 km², la Guinée-Bissau amorce depuis peu un tournant qui renforce les contours de son leadership. En devenant le 3 juillet 2022 le porte-voix de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au terme d'un sommet de l'institution sous-régionale tenu à Accra, le président Umaro Sissoko Embalo mesure l'importance de cet acte qui ne s'était jamais concrétisé jusqu'ici. C'est très important cette désignation par mes pairs chefs d'État de la communauté économique ouest-africaine, la CEDEAO, la Guinée-Bissau, que c'est la première fois qu'un pays lusophone arrive à présider cette organisation de plus important sous-régionale. Évidemment qu'il y a beaucoup de choses à faire. Un pays lusophone qui accueille un président français, le fait peu courant pour être souligné dans un continent qui compte plus d'une dizaine de pays liés à l'Hexagone à travers l'histoire, en choisissant la Guinée-Bissau pour dénoncer ce qui, selon le président français, est une agression unilatérale caractérisée de la Russie en Ukraine. Emmanuel Macron déduit l'importance stratégique de ce pays, par ailleurs maillon important dans un espace CEDEAO où avance le terrorisme et se multiplient les coups d'État. Et je pense que c'est une visite stratégique. Il faut parler de comment nous allons faire cette présidence et surtout comment est-ce que nous allons aider à la stabilisation de notre sous-région. Maintenant, ils ont rendu compte que c'est important peut-être de revenir à la Guinée-Bissau à cause de la situation géopolitique, à cause de la présidence de la CEDEAO. C'est important d'être plus proche de la Guinée-Bissau et voir ensemble avec cette présidence qu'est-ce qu'on peut faire pour la sous-région. Et je pense que ça, c'est le début. Et on peut faire beaucoup plus. C'est déjà un stade et on ne peut pas dire que c'est petit parce que 4,5 millions quand même, c'est beaucoup pour un pays comme la Guinée-Bissau. Les dirigeants des États ouest-africains réunis en sommet extraordinaire le 22 septembre 2022 à New York ont imposé des sanctions graduelles contre la junte qui dirige la Guinée face à l'inflexibilité des militaires sur une date de retour des civils au pouvoir. La veille, le président en exercice de la CEDEAO avait annoncé la mesure au cas où la junte persistait à vouloir se maintenir au pouvoir pendant 3 ans. Au Togo, annoncé depuis 2018, le 5e recensement général de la population et de l'habitat va finalement se dérouler sur la période du 23 octobre au 12 novembre 2022 sur l'ensemble du territoire national. Le RGPH est un outil important de planification pour les États afin de garantir la mise en œuvre de leurs politiques publiques majeures. Les précédentes éditions de cet exercice ont eu lieu en 1960, 1970 et en 1981. L'inclusion numérique et financière des personnes analphabètes, c'est le principal objectif qui motive les inventions du docteur Alain Capo-Chichi. Il a une fois de plus illustré avec sa récente invention, le Superphone, un smartphone virtuel à commande vocale qu'on peut utiliser sans savoir lire ni écrire. Marcel Kouassi.
C'est une véritable révolution sur le continent. Quelques mois après le lancement du tout premier superphone au monde, le groupe Serco a procédé jeudi 22 septembre 2022 à la présentation du premier smartphone virtuel à $1. Il s'agit en fait d'un téléphone virtuel sous forme de carte dotée d'un QR code qui a le pouvoir de transformer tout smartphone en superphone. Selon le président du groupe Serco, Dr Alain Capocicci, ces innovations basées sur les commandes vocales devraient permettre de réduire le taux d'analphabètes et faciliter l'inclusion financière des groupes vulnérables sur le continent. Le téléphone tel qu'il est utilisé jusqu'à aujourd'hui ne ressemble pas vraiment à la grande majorité des populations africaines. Okay? Nous avons des populations qui sont analphabètes pour la plupart et les téléphones qu'on a utilisés jusqu'à présent ont privilégié les commandes écrites. Donc il faut savoir lire et écrire pour utiliser ces téléphones. Ce que nous avons réussi à faire, c'est de permettre à ce qu'avec des commandes vocales, avec la parole, qu'on puisse utiliser facilement donc, ces smartphones. Ça a été le premier pas qu'on a fait. Grâce à une carte SIM qui lui est reliée, ce smartphone virtuel permet à son utilisateur d'être joignable partout, que le téléphone soit volé, perdu ou qu'il ait la batterie déchargée. Ce qui constitue une aubaine pour les populations des zones rurales, confrontées souvent à des problèmes de réseau ou d'électricité. Et grâce au robot social d'identification vocale qui sert de canal à cette innovation, tout le monde peut avoir accès à divers services. Une fois que vous êtes identifié, vous avez le QR code qui est généré ou bien la carte qui est reliée à ça. Et ça, nous, on sait comment le relier. Une fois que c'est relié, vous pouvez faire passer des appels téléphoniques dans votre compte. Vous pouvez faire du mobile money interréseau, accéder aux langues, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et il y a plus d'une soixantaine de langues aujourd'hui qui sont mises en place. Installée dans le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib, dans la zone franche industrielle de Grand Bassam, l'usine du Serco dispose d'une chaîne d'assemblage de smartphones et d'ordinateurs d'une capacité de 4000 unités par jour, soit près de 1,5 million de téléphones portables par an. Dans sa volonté de connecter toute l'Afrique, le groupe Serco ambitionne de connecter près de 100 millions d'Africains, dont au moins 10 millions d'Ivoiriens à ce système innovant d'ici à fin 2022. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.